VIP, votre information patrimoniale avec Palatine, banque des ETI, des dirigeants et banque privée. Bonjour et bienvenue dans votre information patrimoniale VIP. Merci pour votre fidélité. Vous avez raison, en ces temps chahutés sur le plan politique, il faut continuer de s'informer sur son patrimoine, comment le placer et comment le faire fructifier. Dans notre dossier du jour, on va voir que face aux hausses d'impôts, la tentation peut être grande de vouloir partir à l'étranger. On en parle avec une avocate fiscaliste, Cécile Lemartret. Et puis à votre service, on évoque le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Tout savoir sur ce produit, sachant que c'est une tendance qui s'est accélérée depuis la dissolution de 2024. Voilà, vous avez le programme. Mais avant ça, on regarde les dernières informations qui touchent votre patrimoine. Pas de hausse des retraites complémentaires. Il y a eu un échec des négociations pour l'Agirc-Arrco. Les syndicats ont voulu revaloriser de 0,6%, le patronat de 0,2%. Des accords qui conduit à un gel de ces pensions du régime complémentaire. La valeur du point stagne à 1,43€ après une revalorisation de 1,6% l'an dernier. Et cela durera jusqu'en octobre de l'an prochain. Nouveau cap dans la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Le gouvernement Lecornu a présenté un projet de loi qui vise à renforcer la transparence et à mieux traquer les montages sophistiqués. Parmi les mesures phares, un croisement automatique des données entre les administrations fiscales, sociales et bancaires pour détecter plus rapidement les incohérences. Pour les contribuables les plus aisés, le message est clair, soyez conformes. Les frais de vos fonds sont de moins en moins chers. Selon une étude Morningstar, ce sont les fonds indiciels, les ETF qui, en cassant les prix, ont entraîné cette dynamique depuis une dizaine d'années. Des frais qui s'élèvent maintenant en moyenne pour les fonds gérés à 1,1% par an contre 1,36% en 2015. Les ETF passifs, eux, facturent en moyenne 0,2% de frais de gestion annuels. Les fonds euros sont adulés par les Français, mais depuis quelques années, leur rendement est négatif. 2025 devrait être l'année du retournement. Selon Facts and Figures, le taux net de frais des fonds euros devrait s'élever à 2,65%. Grâce à une inflation plutôt faible, le rendement net du fonds euro dépasserait les 1%. La collecte sur ce produit phare de l'épargne française devrait s'en trouver boostée. Allez, tout de suite, c'est le dossier du mois. Le budget est en pleine discussion à l'Assemblée nationale et on y discute très librement de hausse d'impôts. Ça peut faire peur à beaucoup de contribuables qui sont tentés de dire, et ils le disent, qu'ils veulent quitter la France. Pas forcément la meilleure solution pour votre patrimoine. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont souvent minimisés. On va en parler avec vous, Cécile Lemartret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste à Paris, en fiscalité personnelle et en mobilité internationale. Merci d'être avec nous. Alors, s'installer ou investir à l'étranger pour des raisons fiscales ou non d'ailleurs, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, il y a plusieurs profils en fait de gens qui sont intéressés par le départ à l'étranger. Il y a les professionnels, donc les actifs, et puis ceux qui ne sont pas actifs, c'est-à-dire les retraités. Parmi les professionnels, on peut encore sous-diviser, il y a ceux qui font partie de grands groupes. Donc, on parle des expatriés qui sont en mobilité, qui vont à Singapour, voilà. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est imposé. Et il y a des entrepreneurs qui, pour le coup, oui, ils peuvent faire le choix de partir pour des raisons fiscales. Parce que leur activité le leur permet. Ça peut être des professions libérales dans le conseil ou maintenant, effectivement, avec la dématérialisation, c'est très facile. Il y a donc des travailleurs nomades qui peuvent délocaliser leur entreprise très facilement. Justement, c'est quoi les règles à prendre en compte ? Parce qu'on parle souvent du foyer, de là où se trouve le foyer, mais finalement, il y a aussi bien d'autres choses comme l'activité professionnelle. Alors, tout à fait. Quand on part à l'étranger, il y a 3 choses à regarder. La première chose, c'est quelles sont les règles en France pour déterminer la résidence fiscale. Donc c'est l'article 4B du Code général des impôts. Donc là, on va regarder effectivement le foyer, le centre des intérêts économiques, l'activité professionnelle. Et en fait, ce sont des critères qui sont alternatifs. C'est-à-dire que si on en remplit un seul des critères,
on est rattaché à la France, on est considéré comme résident fiscal de France. Maintenant, il faut aussi s'intéresser à la fiscalité, aux critères de résidence dans le pays dans lequel on va aller. Parce qu'il faut remplir les critères de résidence pour pouvoir être considéré comme domicilié fiscalement là-bas. Mais ensuite, c'est seulement si on remplit les critères dans le pays d'accueil qu'on va, pour départager cette double résidence, on va s'interroger sur la convention fiscale. Donc, il faut regarder la convention fiscale, s'il y en a une. Et en fait, là, il va y avoir un départage. Et là, ce sont des critères qu'on regarde les uns à la suite des autres. Un foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, la résidence habituelle, et puis ensuite la nationalité, ou si on n'y arrive pas à se départager, c'est les administrations qui se mettent d'accord, à l'amiable. Et est-ce qu'il y a une exit tax? Parce que ça a souvent été le sujet, ça l'est encore d'ailleurs à l'Assemblée, où il y a des amendements qui sont votés, où elle est durcie, mais en fait on parle de quoi quand on parle d'exit tax en fait, à l'heure actuelle? Effectivement, il y a une exit tax, parce que plus on augmente la fiscalité en France, plus il faut retenir les gens pour qu'ils s'en aillent. Donc oui, il y a une exit tax, mais en fait quand les gens partent, on peut... Alors il y a des seuils, un seuil en fait sous lequel on n'est pas concerné par l'exit tax. Ça concerne tout ce qui est valeur mobilière déjà et participation dans les entreprises, donc c'est 800 000 € ou 50% des droits sociaux. Maintenant, il y a d'autres conditions à remplir. Et on peut demander le sursis de paiement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de payer tout de suite, on demande un sursis, mais ça oblige à une grande rigueur derrière parce qu'il faut tous les ans déclarer ce sursis et pour que l'administration puisse le suivre tant qu'on ne vend pas les titres. Voilà. Donc une déclaration chaque année à l'heure actuelle, on ne sait pas encore après ce qui sera voté dans le budget 2026. Quels avantages à ne délocaliser qu'une partie de son patrimoine? Est-ce que c'est faisable de gérer, de continuer de gérer une partie qui reste en France? Quand on est non-résident, alors oui, c'est gérable, mais il y a, suivant les investissements, c'est très différent. Par exemple, tout ce qui est dans l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué à gérer quand on est de l'étranger. Alors en immobilier, il y a deux qualifications possibles au niveau fiscal. Soit c'est imposé comme des revenus fonciers, ça reste imposable en France, et donc la fiscalité est assez lourde parce qu'effectivement il y a un taux minimum pour les non-résidents à 20 ou 30% suivant. Qui est plus élevé que si on restait en France? Oui, c'est-à-dire que ça dépend en fait du barème, ça dépend de sa situation personnelle, des autres revenus, mais effectivement, pour une famille, pour les expatriés qui partent pour leur travail, etc., qui ont des familles, etc., oui, c'est plus important parce que finalement, en taux moyen, les gens payent rarement 20% d'impôts. Effectivement, dans les tranches marginales, ils sont au-dessus, mais en moyenne, c'est pas 20%. Donc oui, c'est... Pour les, voilà, ça peut être effectivement plus cher. Après, effectivement, pour tout ce qui est location meublée, c'est vraiment ça peut être intéressant. Enfin, la location meublée est intéressante, et ce qui est intéressant surtout, c'est de ne pas générer de recettes. Donc voilà. Donc effectivement, avec un régime réel, etc., d'imposition, ça permet de diminuer les recettes. Et à ce moment-là, l'impact du départ n'est pas significatif. En fait, le principal souci, enfin c'est vraiment un souci pratique, c'est que quand on est loin, c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer, que ce soit des revenus fonciers ou des revenus meublés. Il faut prendre un intermédiaire, les coûts sont plus importants, les artisans en profitent. Donc en fait, c'est vraiment quand même un casse-tête pour les gens. Quels effets à prendre en compte également sur la succession, la transmission du patrimoine? Alors ça, c'est plus en France. Alors c'est quelque chose qui est à prévoir effectivement avant de partir. Il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte dans une succession. Déjà, c'est le partage. Donc il y a la loi civile qui est applicable. Donc il faut qu'on s'intéresse à ça pour savoir qui va recevoir quoi. Et ensuite, il y a la loi fiscale où vont être imposés les biens. Tous les biens, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc en fait, il y a deux éléments à prendre en compte. Et là, pour tout ce qui est partage, il faut, normalement c'est la loi du pays de résidence qui s'applique, sauf disposition contraire. Donc là, il faut mieux prévoir à l'avance, par testament, avec son notaire. Il faut travailler la question pour ne pas avoir de surprise, parce que suivant les destinations, mettons, par exemple, les filles et les garçons peuvent ne pas recevoir la même chose. Enfin, c'est l'exemple typique. Mais il n'y a pas que cet exemple-là. Donc
il faut vraiment prendre ça en compte avant de partir. Donc si possible, avant de partir, quand même avoir un contrat de mariage et passer chez le notaire aussi pour prévoir les imprévus en cas de succession. Un testament, oui, prendre ses précautions, quoi. Voilà. Et puis évidemment, il y a aussi quand même d'autres solutions, enfin se faire accompagner aussi pour rester, pour garder son patrimoine en France malgré les hausses d'impôts, et c'est aussi ça. C'est pour ça que vous êtes là, les avocats fiscalistes. Merci à vous, Maître Lemartré, donc pour toutes ces informations. Tout de suite, c'est la rubrique à votre service. Emmanuel Gant est à votre service aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aude. Vous êtes directeur du pôle expertise et de la gestion de fortune à la Banque Palatine pour tout nous dire sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu une année record en 2024 et que c'est bien parti pour 2025. Ça semble lié à la crise politique. On va se poser la question de pourquoi cet engouement et de quels sont les avantages. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle contrat d'assurance vie ? De quoi on parle ? Alors, de quoi on parle ? Ça, c'est une très bonne question. Pour recontextualiser, en France, l'assurance vie, c'est plus de 2000 milliards d'emplois. C'est plus modeste au Luxembourg, c'est 230 milliards. Et c'est surtout qu'en fait, ça ne représente que 5% de la population française. Alors, qui sont-ils ? Donc, des gens plutôt fortunés, mais aussi des dirigeants d'entreprises qui cèdent leur société et qui ont besoin d'aller chercher de la sécurité pour placer leur argent. Alors justement, la sécurité, comment ça se passe au Luxembourg ? Est-ce que c'est plus sécurisé ? Est-ce que les contrats passent au travers de la loi Sapin 2, qui en France consiste à un gel des transactions et qui garantit aussi d'ailleurs l'argent qu'à hauteur de 70 000 €? Comment ça se passe ? Alors, plusieurs questions. La première, donc, sur ce fameux triangle de sécurité. Alors, le triangle de sécurité, j'utilisais un terme peut-être fort, mais c'est sanctuariser les fonds du client en cas de faillite, en fait. Ça se passe comment ? C'est une convention tripartite entre une banque dépositaire, qui va prendre les fonds, une compagnie d'assurance qui, elle, va avoir un cahier des charges du client pour les gérer, et vous avez un commissariat aux assurances qui, lui, va contrôler que ces fonds ne sont pas utilisés à d'autres fins, engagement ou créance de la compagnie d'assurance. Donc c'est vraiment hyper ficelé, et en plus... C'est sans plafond. Et c'est sans plafond, tout à fait. Et en plus, on a ce super privilège qui dit assuré, premier créancier devant l'État. En France, en fait, on n'est assuré qu'à hauteur que de 70 000 € par assuré. Donc forcément, quand vous avez un petit peu d'argent, ça peut coincer. Mais il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi souvent les critères fiscaux qui rentrent en compte. Donc là, comment ça se passe en termes de fiscalité quand on est imposé en France avec ce contrat d'assurance vie luxembourgeois ? Alors, il faut savoir qu'au Luxembourg, il n'y a pas de fiscalité, donc c'est la neutralité. Si vous êtes français et que vous ouvrez un contrat luxembourgeois, vous serez fiscalisé au titre de votre résidence fiscale en France. Donc, ce qui est intéressant sur le contrat luxembourgeois, c'est surtout si vous êtes amené avec votre famille à résider dans d'autres pays. Donc, les gens qui ont un passeport international, tout simplement parce que la transparence jouera sur la fiscalité du pays à l'intérieur duquel vous résiderez. Et ça, c'est très pratique, fiscalement parlant. On n'a pas à se poser de questions s'il y a des conventions fiscales entre chaque pays. Oui, si tant est qu'on est en dehors donc de la France. C'est un contrat personnalisé aussi sur mesure, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors est-ce qu'on a comme en France pour le contrat français le choix entre le fonds euro, qu'on aime bien en France, et puis les unités de compte ? Alors effectivement, deux compartiments, ce fameux fonds euro. Et puis après, les compartiments avec des termes un peu barbares, FAS, FIC, FID. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement personnalisé. Un exemple, un FAS, Aude, vous décidez d'ouvrir un contrat luxembourgeois et vous avez décidé de structurer un produit. Donc le structureur, une société de structuration ou une banque, va faire ce produit. Et ce produit, on va aller le loger dans l'enveloppe fiscale luxembourgeoise. La même chose pour un FID. Mais là, ce sera un portefeuille titre. Donc c'est vraiment du sur-mesure, du coût humain. Oui, selon le profil de risque du client, est-ce qu'il veut aussi. Exactement. C'est pas forcément un produit miracle, c'est pas donné à tout le monde. Vous l'avez dit, 5% de la population française, parce que ça demande quand même un peu de sous pour rentrer. Il y a un minimum. C'est exactement ça. En règle générale, on est proche de 150 000 € pour démarrer. En France, c'est 100 €, un contrat d'assurance vie. Et à l'intérieur, le FAS, le FID, souvent, ils sont accessibles qu'à partir de 200 ou 150 000 € eux aussi. Donc ça signifie qu'il faut quand même avoir une somme d'argent importante pour pouvoir y prétendre. Après, on parle de personnalisation. Forcément, ça veut dire que ça coûte un petit peu plus cher.
c'est vrai. Et le fonds euro, oui, qui est quelque chose qui est très sensible aux Français. Alors, la rémunération sur le fonds euro au Luxembourg est moins bonne que celle sur les contrats de droit français. Ils ont privilégié plutôt les compartiments unités de compte. Donc, conclusion pour vous en tant que conseil, comment vous le conseillez dans la structure d'un patrimoine? Est-ce que ça reste intéressant et en quoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il faut mettre à côté en fait? Oui, bien sûr. Alors en fait, il faut toujours faire une approche globale. Et une approche globale, c'est quoi? Il y a 4 grandes classes d'actifs. Vous avez l'immobilier, les valeurs mobilières. Alors quand on parle de valeurs mobilières, il faut savoir qu'on peut aussi parler d'art dans les valeurs mobilières. Et puis il y a cette poche assurance vie, où là, vous pouvez avoir un contrat de droit français, un contrat de droit luxembourgeois, 4e poche, les liquidités. Donc je pense que c'est un produit qui est parfaitement adapté pour diversifier. Et ce qui est important, c'est, vous savez ce qu'on dit, jamais tous les œufs dans le même panier. Bah, là, je pense qu'on le réalise bien en faisant cette approche. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de ce VIP, mais on se retrouve le mois prochain. À bientôt.